Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce lundi, le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et ensuite exécutés. 2 jours après cet incident diplomatique, les regards sont maintenant tournés vers la facilitation pour un dénouement diplomatique de la crise. Ainsi, la République centrafricaine a décidé de mettre en place une mission d'enquête bilatérale sur les incidents qui ont mis à mal les relations entre les deux pays. Mais pourquoi les tensions montent? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette crise? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Tchad, RCN est à tampon sur fond d'organisation de la DGSE, c'est notre grande interrogation de ce mercredi matin. Selon le gouvernement tchadien, des soldats sont morts après l'attaque dimanche 30 mai 2021 par l'armée centrafricaine d'un poste avancé à Sourou, au Tchad, non loin de la frontière avec la République centrafricaine. N'Djamena indiquait d'ailleurs dans un communiqué que les militaires centrafricains, lourdement armés, étaient appuyés par leurs alliés paramilitaires russes et ont attaqué les positions de l'armée tchadienne, faisant 6 victimes. Une question cependant, et si c'était les rebelles de la CPC dirigés de main de maître par l'ancien chef de l'État centrafricain François Bozizé et financés par la France qui sont derrière ce coup tordu? Samedi dernier, l'ambassadeur russe en poste à Bangui et le ministre centrafricain de la Défense ont donné une conférence de presse conjointe dans laquelle ils informent l'opinion nationale et internationale que la République centrafricaine a repris tout son territoire qui était entre les mains des terroristes et que désormais, grâce à l'aide russe, les autorités centrafricaines contrôlaient les 100% de son territoire. À peine terminée cette conférence de presse, quelques heures seulement après, un incident diplomatique est signalé. 2 pays frères ont failli tomber dans un piège. Oui, il faut le dire, on parle de cette conférence de presse le samedi et à 5 heures du matin, tout juste, le dimanche matin, eh bien, on nous parle d'un incident diplomatique entre la République centrafricaine et le Tchad. Messieurs, mesdames, qui est derrière cette attaque à la frontière entre les deux pays? Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement quelques heures après l'annonce dans cette conférence de presse qu'on parle justement de cet incident? Pourquoi après l'annonce de la victoire en RCA contre l'ennemi? Et il faut le préciser, ces terroristes ont été chassés du territoire centrafricain. Où vont-ils désormais se réfugier? L'ancien colonisateur serait-il aux abois et organiserait-il, on va le dire comme ça, une base arrière pour les rebelles du CPC et sans oublier d'autres groupes qui font partie aujourd'hui du CPC, eh bien, avec à sa tête un ancien président qui a refusé d'être dans une maison, mais plutôt, il faut le dire comme ça, d'être dans un désert, d'être dans la brousse. Allez savoir ce qui se cache. Est-ce toujours une théâtralisation de la France pour ouvrir un fonds international et créer une zone tampon pour les casques bleus? Nous nous interrogeons justement ce matin. Aux dernières nouvelles, Bozizé serait du côté du Soudan. Mais pourquoi y faire? À peine l'Afrique est au courant de l'incident de dimanche matin que leurs médias s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont tout fait de titrer qu'il y a des tensions entre le Tchad et la Centrafrique. Est-ce que c'est à la France que doit revenir d'établir les tensions entre le Tchad et la Centrafrique? Qui a commis les exactions? Que recherche aujourd'hui la France derrière justement cet incident de dimanche dernier? Le but visé n'est-il pas de créer une zone tampon entre la frontière tchado-centrafricaine pour stocker les rebelles? Nous nous interrogeons toujours. Mais où est passée la CEMAC? Là encore, c'est une autre interrogation. Où est passée la CEMAC depuis dimanche dernier? Normalement, pour une organisation sous-régionale bien organisée, on aurait parlé de la nécessité d'une réunion urgente des pays de la CEMAC pour mettre cette situation sous contrôle. Mais où est passée la CEMAC? On n'en parle pas depuis dimanche, messieurs. Que se passe-t-il de ce côté-là? Que nenni. Aucun son de cloche venant de cette organisation de l'Afrique centrale. Un mutisme caractérisé qui effraie même les morts aujourd'hui. Et si c'est le Tchad qui se préparait à faire appel à une force d'interposition au niveau de la frontière tchado-centrafricaine, lorsqu'on lit d'ailleurs ce document du ministère des Affaires étrangères accusant sans réserve et sans preuve l'armée centrafricaine des actions. Qu'attendent d'ailleurs les autorités centrafricaines et surtout les autorités tchadiennes? Heureusement qu'il y a aussi les bonnes nouvelles.
Les deux pays ont pris l'initiative de parler de cette situation. Faustin Archange Touadéra a d'ailleurs envoyé des émissaires auprès des autorités tchadiennes pour un apaisement. En bon fils d'Afrique, on espère qu'ils vont fumer le calumet de la paix. À en croire d'ailleurs de hauts responsables des services de sécurité tchadiens qui ont requis l'anonymat, les soldats centrafricains poursuivaient au-delà de leurs frontières des combattants rebelles des 3 R, retour, réclamation et réhabilitation. Et ceux de l'unité pour la paix en Centrafrique, tous membres de la coalition des patriotes pour le changement dirigée par l'ancien président centrafricain François Bozizé. Dans un communiqué du porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui, le gouvernement centrafricain déplore les pertes en vies humaines et les blessés au sein des armées tchadiennes et centrafricaines et accuse les rebelles centrafricains que ces soldats poursuivaient. Eh bien, d'en être responsable. En outre, il réaffirme sa volonté de raffermir les relations entre les deux peuples frères et propose au Tchad une mission d'enquête conjointe sur ces heures. Mission tchadienne, mission centrafricaine d'ailleurs, qui est du côté du Tchad depuis lundi. Messieurs, vous connaissez déjà la situation dans ces pays et on se pose bien d'ailleurs la question, que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière cet incident de dimanche matin à 5 h du mat? Alors, Steve, la France est aux abois. Alors, moi, chaque fois qu'on parle de la France, il y a des personnes tellement bien intentionnées qui veulent nous rétorquer et nous objecter que on fait de l'anti-francisme, si je peux dire ça comme ça, primaire, et que donc on accablerait la France de tous les maux de façon injuste et de façon exagérée. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe en Centrafrique et au Tchad, et en tout cas, y compris dans les pays du G5 Sahel, on se rend bien compte que la France a un problème. On se rend bien compte que le loup, qui a toujours été dans la bergerie et aux abois, oui, et que il est mis à mal par un certain nombre de faits et d'éléments qui, de façon notoire, indiquent une certaine panique du côté du coq français. Donc, il y a quand même un certain nombre de coïncidences, si tant est qu'on puisse parler de coïncidences, qui interpelle et qui interroge. Vous savez que le questionnement est le début de l'intelligence et de la sagesse. Il faut bien se poser des questions. Toujours. Et on se pose quelques questions. On se dit, c'est quand même assez curieux. Et je vais les prendre comme ça un peu en vrac. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment se fait-il? D'où vient-il? Comment peut-on comprendre que quelques heures seulement après cette conférence, on va dire de satisfecit justifié de la part des Russes en collaboration avec les Centrafricains qui faisaient état justement lors de cette conférence, comme vous l'avez dit, de la récupération à 100% du territoire centrafricain et que quelques heures seulement après, on ait cette attaque-là et qu'on ait justement ce quiproquo, cette situation qui crée une sorte de tension et de réelle tension même entre les deux pays. Donc, c'est une coïncidence, une série de coïncidences qui interroge. Et quand je parle de série, je fais également allusion à un certain nombre d'activismes, de désinformation, d'intoxication, notamment sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez que en 2020, l'année dernière, le groupe Facebook, la société Facebook, a dû supprimer des comptes par centaines, par dizaines, par centaines, voire par centaines de faux profils, en fait. Et après enquête, on s'est rendu compte que c'était des soldats français qui étaient les propriétaires de ces comptes, Instagram, Facebook et autres, et qui, justement, créaient une sorte de série de désinformation pour, justement, contribuer à déstabiliser la Centrafrique et qui faisait état de prétendues exactions de soldats russes et qui encensaient toutes les actions des soldats français en Centrafrique. On a vu également le fameux Quignolo qui a été attrapé en plein cœur de Bangui. En plein cœur de Bangui avec tout un arsenal militaire. Et on a bien vu les médias français, chose curieuse, je suis en train de citer, comme vous me suivez bien, un peu comme ça vient. Vous vous questionnez, on vous voilà, toutes les incongruités et toutes les incohérences de la part de la France, précisément. Et on a vu les Français, justement, toute la presse française à l'unisson, condamner ou alors afficher, faire
faire prétendre qu'il s'agissait d'un complot contre elle et qu'en réalité n'avait absolument rien à voir avec Quignolo, sans dire en réalité pourquoi est-ce qu'on pouvait retrouver un Français, pas une autre nationalité, avec tout cet arsenal militaire-là. Et surtout avec le drapeau russe dans la maison et dans la voiture. Voilà, donc autant d'incongruités. Alors, il y a quand même quelque chose de curieux dans toutes ces informations-là. Et ce que moi je perçois, c'est un vrai malaise de la part de Paris, qui en réalité, du fait de ce qui se passe en Centrafrique, et de ce qui se dessine également en Afrique en général, et notamment en Centrafrique et donc également au Mali, au Mali également, avec les sirènes de l'intervention, en tout cas de la coopération russe qui s'annonce en prolongement justement à la suite de la Centrafrique. Et on voit bien qu'il y a une sorte de... Ils sont aux abois. Ils sont aux abois et le Paris est en train de, je pense, de jouer ses dernières cartes en Afrique. Et comme je l'ai dit déjà ici plus d'une fois, la Centrafrique, d'une part, et le Mali, d'autre part, sont le reflet d'une Afrique qui en a marre d'être asphyxiée par les manigances et les manipulations de l'Occident de façon générale et de la France en particulier. Alors, quand vous prenez l'événement lui-même, l'événement lui-même à la frontière du Tchad, comment se fait-il que on parle d'une attaque? La Centrafrique est dans son bon droit de défendre l'intégrité de son territoire, d'un point de vue sécuritaire. Mais il est établi, quand on s'en tient aux paroles de la je pense, la chef de la diplomatie centrafricaine, qui dit que, justement, ils ne faisaient que défendre leur territoire et s'en prendre à des rebelles qui sont allés se réfugier au Tchad. Bon, vous allez me dire, c'est un peu normal parce que le Tchad, il y a une frontière. Mais en réalité, se réfugier au Tchad. Mais d'où vient-il que l'armée du Tchad veuille protéger des rebelles qui se réfugient chez eux? Et en réalité, on parle des morts du côté des rebelles, on parle de 6, je pense, du côté des Tchadiens, pardon. Il y a 5 soldats et un civil. Et un civil, voilà. Donc 6 décès. Mais on ne parle pas, chose curieuse une fois de plus, j'évoque bien des zones d'ombre qui font que l'analyse de cette situation, en tout cas par la presse française, l'opinion française n'est pas neutre. Mais on ne parle pas des morts du côté de la Centrafrique. Pourtant, il y a eu les morts du côté de la Centrafrique. La chef de la diplomatie parle de 2 ou de 3 morts. Oui. Alors, quand vous regardez tout ça, vous vous dites qu'il y a forcément anguille sous roche et qu'il y a de bonnes raisons de déstabiliser la Centrafrique. Je vous rappelle aussi, d'un point de vue historique, que quasiment de tout temps, la Centrafrique a connu des ingérences militaires de la part du Tchad. Je crois que ça, on s'en souvient tous. Quand on regarde ne serait-ce que l'ancien président, l'ex-président Bozizé, qui aujourd'hui, de façon ostentatoire, est à la solde de la France et qui ne s'est pas caché en écrivant cette fameuse lettre qu'on avait eu à lire ici, à la France, et en rappelant les connivences qui étaient les leurs. On se rappelle quand même que quand François Bozizé arrive par coup d'État en 2003, contre Félix Patassé, Ange Félix Patassé qui était président à l'époque, c'est bien avec le soutien de la France. Et que lorsqu'il est démis en 2013, c'est encore avec la connivence de la France, et lui-même il dira dans une interview à la presse internationale que c'est la France qui est à l'origine du fait qu'il ait été démis. Et donc, le jeu trouble de la France est au grand jour, pas que depuis aujourd'hui, mais on se rend bien compte que dans le cours des événements, des événements que nous observons en Centrafrique et au Tchad, on peut légitimement penser et estimer que la France est aux abois et que c'est la France encore qui est à la manœuvre. Et donc, je pense qu'il est de bon ton, non seulement de s'interroger, mais de faire preuve de vigilance extrême. Je pense que c'est Triple A qui l'a dit tout à l'heure. Les Tchadiens, aussi bien les Tchadiens que les Centrafricains,
Mais je vais terminer cette première prise de parole en rappelant également, puisque j'ai mis ma première intervention sous le signe en fait du questionnement, à la lumière d'un certain nombre de zones d'ombre. Rappelez-vous que quand il y a eu la transition au détriment de la Constitution, donc de la légalité au Tchad, la France ne s'en est pas offusquée. La France a tout de suite pris acte. Et on l'a vu présente aux côtés du jeune Déby, du fils. Et je crois Emmanuel Macron a eu à faire une déclaration en disant qu'il ne laisserait jamais tomber le Tchad. En réalité, ce n'est pas pour le Tchad qu'ils se battent, c'est pour leurs intérêts. Mais rappelez-vous, et ça a l'air d'une digression, mais ça n'en est pas une, au Mali, lors de la prise du pouvoir lors du limogeage de Bandao et la prise de pouvoir par Assimi Gota, quelle a été la réaction de la France? La France a condamné. Donc, vous voyez deux situations similaires, une situation qui les arrange et c'est le satisfecit général, c'est la bénédiction de Paris, et une autre situation qui ne les arrange pas parce que Bandao était déjà allé prendre ses ordres à Paris, était déjà allé se faire adouber à Paris, et donc était prêt à fonctionner selon l'agenda de Paris. Et au regard de cela, Assimi Gota et ses proches ont estimé que le peuple était, en tout cas comment dire, les velléités, les envies, la soif du peuple pour la liberté était bafouée, était compromise, et donc ils ont repris la tête du Conseil national de transition. Voilà. Et donc, mais là, la France a surgi en disant que c'était inadmissible. Donc, 2 poids, 2 mesures. Et quand vous regardez donc la façon dont j'ai évoqué quelques contradictions, vous comprenez bien que la France ne peut pas sortir de tout cet imbroglio-là indemne. Enfin, elle ne peut pas sortir blanchie et qu'on voit bien qu'elle est à la manœuvre. Et c'est bien triste. C'est bien triste et merci pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Ça va. Je sais qu'il pleut dans la ville, c'est pas facile justement d'arriver ici. Merci d'être là ce matin. Ok. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour pour cette invitation. Et je crois que l'excuse de l'autorité est toute Oh, vous savez, il pleut. Merci. Il pleut dans la ville, c'est pas facile d'être là. Mais il est sec, hein. Oui, mais bon. Je crois que c'est pas ça la raison. La raison est tout autre, il pleut. Merci. Il a son véhicule, lui. Bon, Merci. les autres, c'est autre chose. Oh, arrête. Alors, allez savoir. Il fallait que je le taquine un peu. Ça fait longtemps. Monsieur, bienvenue à vous pour cette autre édition de DBS Matin. Tchad, RCN est à tampon sur fond des actions de la DGSE. Je vais me passer vers vous, Albert Anatola. Ici, on le sait également. Le Tchad est régulièrement accusé par son voisin centrafricain d'aider, et surtout d'aider, d'armer, de financer, d'abriter même certains groupes armés qui veulent renverser les autorités de Bangui. Et réciproquement. Et réciproquement. Bon, écoutez, la première chose que je voudrais dire avant tout propos, c'est que M. Macron a une fois de plus raté l'occasion de se taire. Parce qu'il ne veut pas condamner, c'est pas pour quel droit qu'il lui donne, n'est-ce pas, le droit de condamner ce qui s'est passé en Centrafrique. Certainement, il a une mémoire sélective, ou bien il a, j'allais dire, le trou de mémoire pour se rappeler que les militaires français ont violé les enfants centrafricains. Ça a été établi avec les preuves à l'appui. La justice française a déclaré un non-lieu pour ce cas. Quand je dis cela, je reviens dans le débat. Pour dire que il faut quand même déjà remarquer et observer, pour le dire que, en l'état actuel des événements, ce qu'on peut reprocher pour l'instant sous réserve des résultats d'enquête qui sont annoncés, la Centrafrique a commis l'erreur, n'est-ce pas, de violer ce que je pourrais appeler le principe de territorialité, parce qu'elle n'était pas, n'est-ce pas, elle n'avait pas un droit de poursuite à l'intérieur du territoire tchadien. Ça, il faudra le dire comme ça. Parce que même si vous avez une menace qui vient sur votre territoire et qui traverse la frontière, vous n'avez pas le droit de traverser cette frontière sans droit de poursuite. Ça, il faudra établir cela comme ça. Quand je dis cela, je reviens dans le débat pour dire que
souvenez-vous, en 1990, parce que je voudrais rentrer dans la thématique, en 1990, allons au Tchad, monsieur Hissène Habré est aux affaires. Et comment donc prendre ses libertés avec Paris, notamment en ce qui concerne la coopération militaire, la coopération économique, tout ce que vous voulez. Eh bien, Mitterrand pique une mouche. À l'époque, c'était un certain Jean-Pierre Mantion, je crois, qui était le directeur de la DGSE, qui dit à M. Mitterrand que le bonhomme qui est au Tchad, comment apprendre quelques libertés, et derrière nous, il a en train de traiter avec les Américains. Mitterrand lui dit, écoutez, vous faites comme vous sentez. Monsieur Mantion va donc, ça donne donc maintenant à la direction de la stratégie. Il s'agit d'une autre direction de la DGSE, notamment dans le secteur N, c'est-à-dire ce secteur qui s'occupe, le secteur N, c'est le secteur qui s'occupe des affaires africaines. Oui. Eh bien, en 1993, qu'est-ce qui se passe? Coup d'État. Ici, on a bien débarqué. Par qui? Par Paris. Qui vient aux affaires? Ici. Libye. Du côté de la Centrafrique, on travaille la frontière. En Centrafrique, nous sommes là dans les années 90 toujours. Vous disiez comment également apprendre des libertés avec Paris, parce que là-dedans, il se livre la guerre d'uranium et du pétrole. Vous disiez donc estime que Paris lui achète pas véritablement son pétrole au prix juste au prix adéquat. Il faut donc chercher. Bozizé Patassi. Non, c'était c'était Bozizé. C'était Bozizé. Parce que Bozizé, c'est 2003. 2003 à 2013. Je parle de Jean-Félix Patassi. C'était Patassi, merci. Alors, coup d'État. Coup d'État, de Paris, qui évacue Patassi, qui a la manœuvre, c'est la DGC. Parce qu'il faut quand même le dire. Parce que lorsque nous mettons en exergue la DGC, c'est-à-dire qui est constituée de barbours, il faut le rappeler, soit de nouveaux, soit des anciens barbours, bien ceux qui sont encore en fonction. C'est son rôle sur le continent. C'est la direction générale de la sécurité extérieure. Eh bien, nous sommes donc dans le cadre de ces débats. Je voudrais l'orienter sur deux axes, peut-être trois. En Centrafrique, sur cet espace-là, nous avons des deux côtés de la frontière, vous avez les enjeux géopolitiques, géostratégiques et éventuellement économiques. Donc, quand vous mettez ces trois paramètres en scène, vous comprenez que en 2000, tout à l'heure j'ai convoqué 2003. 2003 en Centrafrique, vous avez le scandale Uramin. Je crois que le grand frère de ma peut-être lui qui a un peu plus une mémoire, plus. Et c'est en 2003 justement qu'arrive, hein, pour le dire comme ça, François Bozizé. Voilà. Justement, donc, en 2003, justement, vous avez donc le scandale Uramin. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement de l'exploitation par la France, par une société française, des gisements d'uranium sur le territoire centrafricain. Eh bien, en cette époque-là, M. Bozizé était entouré d'un conseiller indo-pakistanais qui s'appelait, je crois, Saifi Doubour, un truc comme ça. C'est un peu compliqué le nom pakistanais. Dans tous les cas, le conseiller indo-pakistanais de l'époque qui négociait donc, n'est-ce pas, les contrats d'exploitation d'uranium et du pétrole estime que Paris, une fois de plus, achète le pétrole et l'uranium centrafricain au prix pas très adéquat. Oui. Eh bien, par exemple, le gisement d'uranium, sa valeur initiale c'était de 457 milliards de dollars. Finalement, Uramin met sur la table 2,6 milliards de dollars du menu frétin. Eh bien, Paris prenait la graine. Et rebelote, coup d'État. Donc, quand je convoque ces éléments, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque fois, que ce soit du côté du Tchad et notamment du côté de la Centrafrique, chaque fois qu'un président a pris la liberté de changer de paradigme, eh bien, il y a toujours quelque chose qui se déroule. Je voudrais rappeler que dans le cas centrafricain, par exemple, en 2017, décembre 2017, par exemple,
la Centrafrique et la Russie ont signé des accords, des accords de coopération militaire. Paris n'a pas vu ça d'un bon oeil. La preuve, depuis que justement Touadéra commence à prendre des libertés avec Paris, tous les jours il y a quelque chose qui se passe sur le territoire centrafricain. Donc, alors, la question qu'il faut se poser relativement à la thématique, est-ce que les militaires arrêtés, qui étaient, il faut le dire, otages et exécutés plus tard, cette situation est le fait des militaires centrafricains, parce que ça ne rend pas, il faut quand même dire que un militaire, ce n'est pas un mercenaire. Oui. Un militaire, lorsqu'il prend un otage, il le confie à la justice. Ou bien il le garde, ça peut servir de monnaie d'échange. Il faut donc préciser qu'il s'agit des militaires qui étaient vivants et qui ont été par la suite exécutés. Ça ne fait pas quand même les méthodes, ça ne fait pas partie des méthodes d'un militaire qui fait partie d'une armée irrégulière. Ce qui suppose donc qu'il y a des zones d'ombre. Il faut certainement aller les chercher justement au niveau de la DGC, c'est-à-dire les services secrets français. On vous a compris, Albert Anatole, ici. Docteur Jean-Paul Belec, vous également. Vous voyez comment cette situation du côté de la Centrafrique, il y a quand même un élément que vient de soulever Albert Anatole ici. D'ailleurs, dans la vie des militaires, il est fort improbable qu'on arrête des gens et que sur le coup, on les exécute. On se poserait donc la question de savoir qui a exécuté ces militaires tchadiens. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est un faux problème. Nous sommes dans la logique d'une guerre de libération, même si c'est plus de 60 ans après les indépendances proclamées. Nous continuons à être dans une libération. On a une libération, le plus important, c'est se libérer. Point final. By any means necessary. My comics, par tous les moyens nécessaires. Oui. Donc, voilà le problème. Autre chose. Le problème de franchir une frontière. On est entre pays africains. Déjà, number one. Ensuite, qui se battent tous pour la liberté totale. En tout cas, les peuples africains. Oui. Peut-être c'est pas le cas de tous les dirigeants, mais les peuples africains. Donc, chercher un détail de ce genre-là pour récrédibiliser la puissance coloniale, parce que tous vos arguments, c'est juste à bien dire que c'est la puissance coloniale qui est derrière, c'est qui est vrai. Il n'y a même pas besoin de vérifier. Oui. Voilà. Là, des fois, on n'a pas besoin de vérifier. C'est trivial. On n'explique pas les trivialités. On peut expliquer les évidences Du moment où on est en train de se qui protéger. ne sont pas évidentes pour tout le monde, mais ça, c'est des trivialités. Oui. C'est clair que c'est un jeu de la France. Même quand on lit le document, la fameuse lettre écrite par le ministre tchadien des Affaires étrangères, le langage déjà là, il est déjà bizarre pour un Africain. Bon, bref, même en diplomatie, c'est pas clair. Alors, sinon, je vous rappelle que dans les années 70, il y a eu le raid sur Entebbe. En Ouganda. Oui, de l'armée israélienne. Est-ce que vous voyez la distance qui sépare Israël, Jérusalem disons, jusqu'à Entebbe? Elle est énorme. En Ouganda. Ils ont fait tout ce vol tranquille, ils ont venu, ils ont fait... J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il y a eu violation d'espace aérien, violation de frontières. Pourtant, ils en ont traversé les frontières. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller sauver des citoyens israéliens. Israélien. J'ai pas entendu l'ONU ou qui que ce soit jusqu'à aujourd'hui protester sur quoi que ce soit là-bas. Et pourtant, pour les Africains, il y a eu violation de territoire africain, de plusieurs territoires. Certains étaient complices comme les Kenya, certainement, mais, et peut-être aussi l'Éthiopie, encore qu'à l'époque, c'est Mengistu Ali Maria, mais bon, en tout cas, il y a eu violation de plusieurs territoires africains. En particulier, l'Ouganda même. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit. Donc, pour moi, je vais être court. On est dans une logique de guerre de libération, dans lequel nous sommes censés être en partenariat au niveau de la CEMAC, dans lequel la France, le gouvernement français de Macron veut mettre son désordre. On a des obligations, frapper notre monnaie. On a notre business plan. Oui. Frapper notre monnaie. Deuxièmement, renforcer nos armées. C'est pas mutualiser nos forces armées et les renseignements. Donc c'est pas au moment où on a ce projet-là qu'on va commencer à se disputer sur qui a tiré le chignon de qui, quoi. Ok? Moi j'appelle ça une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau. Mais pendant ce temps, on note quand même le mutisme de la CEMAC, une organisation sous-régionale qui ne dit absolument rien depuis dimanche dernier, docteur Jean-Paul Bellet. Tu fais exprès, Steve. Il y a combien de vendus là-bas? Les endocolons existent chez nous, il y a combien de vendus? Et il faut bien le dire à l'opinion même ici, là, même ici à internationale. DBS, là, si à peine j'aurais franchi le portail, il n'y a pas de vendus parmi nous. Beaucoup. Même occasionnellement, de temps en temps, il n'y en a pas un qui prend un billet. Même si on ne lui donne pas un billet, il n'y en a pas un qui croit à la promesse du billet. La corruption existe chez nous, Steve. Oui. Et en plus, j'ai déjà démontré que ce que nous appelons le décolon est irréductible en Afrique. On ne peut pas le ramener à zéro. De tout temps. À partir du moment où les nations africaines sont constituées, notre société étant bâtie sur les mathématiques, quand vous dites une chose, il y a des chances que son contrat apparaisse. Mais vous le réduisez. La limite tend vers zéro, mais ça ne veut pas dire que c'était égal à zéro. Quand on dit telle chose tend vers zéro, justement, l'intérêt de la notion de limite, c'est que ça tend vers zéro, mais ce n'est pas égal à zéro. On peut s'approcher de zéro autant qu'on veut, mais on ne fera jamais zéro. C'est ça l'intérêt de l'irrationalité de ces nombres-là. Au sens mathématique du terme, l'irrationalité. Oui.
Ok, c'est pas un rapport de nombre entier, c'est pas des fractions simples. Alors, donc, moi, je dis que quand bien même la CEMAC ne dirait rien, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est engagé quand on a une vision globale de l'Afrique, en tout cas la zone occupée par la France. Nous avons le Centrafrique qui s'en libère, un bon point pour nous. Bon, le Cameroun, c'est fait depuis longtemps, même s'il y en a ici qui vont dire que Paul Biya, bon, bref, en tout cas, c'est fait. Voilà. C'est nous qui menons la barque en Afrique centrale. Voilà. Nous, les Camerounais. Je parle en tant qu'institution. Alors, il y a le Centrafrique. Le Tchad est la partie flottante actuellement parce que, malheureusement, ils ont massacré notre maréchal Idriss Déby, qui comptait dans le business plan de beaucoup. Nous avons le Mali, qui est en train de donner un coup de pied à cette France. Voilà, et qui aussi va vers la coopération avec la Russie, surtout sur le plan militaire. Donc nous avons des promesses de marquer des points et libérer une bonne partie du continent africain. Ce qui va se faire. Dans tout le reste, les péripéties. Et ceux qui ne disent rien sont des complices. Ils seront jugés tôt ou tard. Dans cette vie, pas dans l'au-delà. Ils seront jugés. Et si c'est moi qui suis le juge, je n'en ferai pas de cadeau. Moi, je vous dis ça tout de suite. Je serai même très méchant. Je suis très gentil dans la vie, mais vous savez, quand il s'agit de la nation, c'est différent. On vous comprend parfaitement, docteur Jean-Paul Bellec. Merci d'être là ce matin. Passé par fin en 2003, on va également le rappeler à nos téléspectateurs. L'ancien président devenu rebelle et surtout terroriste François Bozizé avait établi sa base militaire et surtout sa base arrière dans le sud du Tchad avant de renverser le président en poste de l'époque, Ange Félix Patassé. Va-t-on rester et demeurer toujours dans la manipulation française? Est-ce qu'il n'est pas de bon ton aujourd'hui que les États africains prennent langue et se disent il ne faut pas tomber dans le piège de la France? Je pense que la situation que nous vivons ces derniers jours du côté de la frontière entre la Centrafrique et le Tchad est une situation extrêmement préoccupante. Et l'erreur que nous pouvons faire, c'est de balayer ce qui se passe là-bas d'un revers de la main. C'est une situation extrêmement préoccupante. Si elle n'est pas rapidement mise en échec, cette situation risque de remettre en cause tous les acquis de ces derniers jours qu'on trouve sur plusieurs fronts africains et qui tendent à donner de l'espoir à notre jeunesse dans la perspective d'une libération réelle de notre continent, n'est-ce pas, des raies de cette France coloniale qui refuse de décoloniser. Donc on ne peut pas le prendre comme ça, comme un épiphénomène qui va se résorber le plus tôt possible. Non, c'est une situation extrêmement grave. D'autant plus que, à l'heure où nous parlons, le déploiement de l'armée tchadienne au niveau de sa frontière avec les chars se poursuit. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante. Je ne sais pas si c'était sur ce plateau, je parle de cet arc qui se forme dans la zone sahélo-sahélienne qui va de Bangui à Bamako, mais qui a besoin, je parle, il y a un mathématicien sur le plateau, d'un point de symétrie stabilisateur qui est le Tchad. Mais hélas, avec ce qui s'est passé au Tchad, avec la mort du président Idriss Déby, non, on voit très bien, contrairement au yo-yo que nous avons lancé ici et là, que Paris n'a pas du tout perdu la main en N'Djamena. Elle maintient toujours intacte sa capacité de nuisance face au Jules Mahamat. Et c'est en cela qu'on voit, j'allais dire, cette espèce de négligence, non, le mot n'est pas fort, mais d'irresponsabilité de la CEMAC. Désinvolture. C'est très grave l'attitude de la CEMAC. Il fallait que maintenant que nous sommes dans la phase active, n'est-ce pas, de la lutte pour ce qui se passe en Centrafrique, et on voit les conséquences positives que cela peut avoir dans la sous-région. La sous-région. Il fallait absolument que la CEMAC ait des instances de régulation ou bien d'apaisement de litiges qui peuvent se poser. La première chose qui m'a frappé, c'est l'attitude de la diplomatie tchadienne. Pourquoi cette sortie? Pourquoi cette sortie? Avec le ton qui a été employé. Alors ça veut dire qu'au niveau du Tchad, on n'a pas totalement la même mise sur le contrôle du jeu qui peut se faire là-bas. Et ça, c'est un problème. Je veux dire, nous, les panafricains, quoi.
Oui. C'est un gros problème. La CEMAC devait avoir des instances de régulation des conflits de ce type-là. Quand il y a des bisbilles qui peuvent arriver, surtout sur une frontière aussi poreuse, mais une frontière dont l'histoire, vous venez de le rappeler, nous démontre que là, tu as été la profondeur stratégique de Paris pour procéder à des déstabilisations du côté de la RCA. Il fallait qu'il y ait des instances de régulation. Quand il y a un truc comme ça, l'État tchadien touche déjà le bouton et dit aux gars, attendez, il y a un problème ici. Que de l'exposer comme ça à Mondio, à Mondovision, avec des conséquences que cela peut causer. Donc moi je pense sincèrement que là, la diplomatie tchadienne a fauté, premièrement. Deuxièmement, la diplomatie de la CEMAC, si elle était encore enveilleuse, il est temps qu'elle se réveille. Ces histoires de cette diplomatie du silence, soi-disant, on va laisser faire et ça va se résoudre tout seul, elle est fausse, elle est inopérante. La deuxième remarque que je peux donner, pourquoi c'est maintenant que ça se produit, cet acte? Pourquoi maintenant? Justement, c'est la grande interrogation. J'ai posé cette question. On voit très bien qu'il y a un timing qui a été mis en avant, qui démontre que, je vous ai dit, si la France continue à perdre du terrain sur le plan militaire, elle a essayé de déplacer le débat sur le plan médiatique, mais pour préparer la réponse militaire future qui arrive. Elle ne va pas s'exposer dans cette réponse militaire. Elle va utiliser des supplétifs, excusez-moi le terme, naïfs, pour essayer de se repositionner sur le terrain, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de ce que j'appelle vulgairement la prétendue plate-bande de la France, qu'est la France-Afrique. Donc voilà l'enjeu majeur. Quand vous regardez, il faut toujours lier les événements. Steve, dans la géopolitique mondiale, il faut toujours lier les événements. Parce que les battements des ailes d'un papillon au Cameroun peuvent créer des dégâts très importants en Alaska. Vous revenez là avec l'effet papillon. Oui, il faut toujours lier les événements. Qu'est-ce qui se passe sur le plan mondial? Regardez très bien. Il y a un avion qui a été détourné. Ouh, levé de bouclier. On a arrêté un opposant. Ouh, levé de bouclier. Il faut sanctionner ce pays. Il faut même combiner ces sanctions aux sanctions contre la Russie et contre Poutine. Parce que c'est Poutine qui soutient ce pays. Au même moment, on voit comment le peuple tchadien se lève et dit on ne peut plus accepter cette énième, n'est-ce pas, tentative de corruption de nos élites pour nous ramener dans le giron de Paris. Assimi Goïta prend le pouvoir. Paris est dans tous ses États. Tous ces États. Et il n'y a pas que Paris. C'est tout l'Occident qui risque de perdre complètement la bande sahélo-sahélienne. Donc, on montre où est donc le point faible sur lequel on peut appuyer pour au moins retarder les chances et continuer de mieux nous organiser pour maintenant éventrer cette volonté de ces Africains de se libérer. C'est N'Djamena. Avec cette affaire où l'armée centrafricaine est à la poursuite des rebelles qui créent le désordre et la désolation en Centrafrique depuis des décennies, sans que Paris ne dise un seul mot. Voilà. Bon, s'il y a eu des effets collatéraux de cette cette action-là, au nom de quoi un pays frère comme le Tchad peut en faire un casus belli? Au nom de quoi? Le Tchad devait revenir au niveau des institutions de la CEMAC, poser le problème tranquillement et dire à son frère de N'Djamena, attention, prochainement, j'aimerais que, dans le cas similaire, que nous puissions régler le problème ensemble, comme ça. Mais non, ce n'est pas ça le cas. D'abord, vous vous souvenez, à un moment donné, Touadéra a été obligé de dépêcher un émissaire auprès du Tchad, des autorités tchadiennes, pour leur dire, attention, il y a des rumeurs qui circuleraient selon laquelle la Centrafrique perçoit le Tchad comme le nouveau nid, la RCA. Le Tchad comme le nouveau nid de mercenaires qui tenteraient de soutenir, n'est-ce pas, la rébellion de M. Bozizé. Il n'en est pas du tout question. Nous pensons que nous devons entretenir de bonnes relations. Et voilà. Sauf que la réponse de N'Djamena a été, à mon sens, extrêmement timide par rapport à cette préoccupation de Bangui d'essayer d'assainir, n'est-ce pas, vraiment cette situation, mais surtout des relations
entre les deux États. Je vous avais dit, et j'ai insisté sur ce plateau, même avec l'aide de la Russie, si les pays africains autour de la RCA ne viennent pas en soutien au régime de M. Touadéra, je vous dis que ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, je pense sincèrement que ce que nous vivons de vivre au niveau de la frontière tchado-centrafricaine doit nous interpeller à plus de vigilance sur les intentions maléfiques qui sont certainement, alors nous parlons, être en train de mieux structurer dans les officines noires des services français pour essayer de mettre en déroute ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Centrafrique, ce que nous voyons au niveau du Mali, et dont notre vœu est qu'il éradique complètement sur l'ensemble de notre sous-région. Et vous avez vu la CEDEAO. Vous avez vu le truc de la CEDEAO dernièrement. La réunion de la CEDEAO. Malheureusement pour Paris, la CEDEAO, je crois qu'il y a là-dedans des gens qui ont décidé de mettre un peu de bémol. Certes, on a dit, bon, pour l'instant, elle est suspendue, mais il n'y a pas de sanctions qui ont été prises comparativement à ce que Paris avait espéré. Oui. Ça veut dire quand même qu'au niveau même de cette sous-région, les gens commencent à prendre conscience du grand jeu, n'est-ce pas, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, honnêtement, le gouvernement tchadien doit mettre bas la terre. Ils doivent un peu se calmer. Ils doivent prendre conseil, aviser auprès de leurs pairs, soit la sous-région, soit ailleurs, qui ont une vision un peu plus nette. J'ai oublié la visite de Macron au Rwanda. Attendez, ne vous me prenez pas. Elle n'est pas faite au hasard. Non, ne pensez pas seulement qu'enfin, maintenant, la France veut d'abord. Le discours de Macron à Kigali était tellement ambigu qu'on ne sait pas arrêter ce qu'il allait faire là-bas. Mais c'est parce qu'il sait que la présence rwandaise en Centrafrique pèse aussi de son pesant dans le jeu politique qui risque de se passer dans les jours à venir. C'est pour ça que puis le Congo, la RDC et sa frontière avec la Centrafrique, c'est aussi un enjeu géostratégique. Absolument. Et on connaît bien le rôle du Rwanda en RDC. Merci, absolument. C'est pour cela que je suis un peu baba face à ce silence de la CEMAC. Cette diplomatie du silence, moi je ne comprends pas. C'est pour ça que je mets souvent des réserves. Quand les gens me disent, ah attention, dans bientôt en Afrique centrale, ça va être la fin des patates parce que si nous sommes des gens qui sont déterminés, je dis, ah, j'aimerais bien voir. Moi j'ai bien peur que nous soyons en train de très vite applaudir sur des avancées qui ne sont pas totalement affirmées, au lieu de continuer de pousser sur le plan médiatique cette bagarre que vous avez fort heureusement accepté de ramener sur ce plateau pour dire à la France, pour dire, n'est-ce pas, à ces pays-là qui continuent de penser que nous sommes encore au temps de l'esclavage, que c'est terminé. Et surtout, pour donner conseil à nos décideurs de moment en leur disant, ne retombez plus dans les pièges de ceux qui vous ont précédé. Le piège de ceux qui vous ont précédé, c'était que Paris fasse croire à quelqu'un que ne t'en fais pas. Je vais tout sécuriser, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent. Dans bientôt même, les décaissements de FMI, la Banque mondiale, arrivent. On connaît les difficultés, par exemple, de N'Djamena par rapport à ses finances. Donc, ils vont promettre monts et merveilles, n'est-ce pas, des tonnes de monts Cameroun à ces gens-là, tout simplement pour permettre, pour que ces gens puissent les aider à accomplir le plan. À continuer à jouer le jeu. Je vous ai dit, ils ont perdu, comme De Gaulle avait dit, ce fameux félon-là. La France a perdu la guerre. Non, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Cette assertion est extrêmement vraie pour ce qui se passe actuellement en Afrique. Soyons vigilants. Merci, on va revenir avec vous dans un instant. Permettez-moi de faire un tour du côté d'Anvers, où on est avec Bénédicte Moussa-Yurel, écrivaine et surtout fondatrice de l'ASB, l'ASBL Symbiose. Vous là-bas de ce côté d'Anvers et surtout de la Belgique, comment regardez-vous la situation au Tchad et surtout en Centrafrique? Eh bien, c'est comme vous, quand on analyse la situation, on voit que la France ne sait plus à quel sein se vouer. Et comment je vais dire, sa préoccupation maintenant, c'est de tout faire pour déstabiliser la Centrafrique. Et c'est vraiment curieux de voir que la CEMAC ne dit rien. Et il est vraiment difficile de réveiller celui qui ne dort pas.
Donc, pour moi, je pense que c'est exprès que la CEMAC ne réagit pas. Et puis, en plus, quand on analyse, et depuis la mort du président du Tchad, comment la situation est là en ce moment, et cette histoire de tomber dans le piège de ce conflit entre le Tchad et la Centrafrique, je trouve qu'il faut être vraiment vigilant. Il ne faut plus se laisser faire entre les deux pays. Il n'y a pas de raison que la Centrafrique attaque le Tchad et vice-versa. Donc pour moi, c'est la France qui est en train de manœuvrer. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire pour vraiment sortir encore comme le maître. Mais c'est fini. C'est fini. Donc pour moi, je pense que c'est la vigilance et que nos autorités, que ce soit de la CEMAC ou bien de la CEDEAO, qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités en main. Il ne faut plus qu'ils se laissent faire. J'espère vraiment qu'il aura vraiment une prise de conscience et que l'Afrique est en marche, la jeunesse africaine est en marche et on ne sait plus l'arrêter. Voilà. Merci à vous, Bénédicte Moussa. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes écrivaine et surtout fondatrice de l'ASBL Symbiose. Et vous êtes justement écrivaine. Vous faites dans les ouvrages des livres d'enfants, des récits socioculturels et des contes africains. D'ailleurs, on voit les livres sur vos écrans, mesdames, messieurs. Elle est originaire du Bénin, messieurs. Et aujourd'hui, elle est du côté d'Anvers. Là-bas, elle est mariée. Elle a déjà écrit plusieurs livres pour enfants. Vous les voyez d'ailleurs défiler sur le bas de vos écrans. Et elle a voulu justement participer à cette édition de DBS Matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux comme ça depuis un certain temps qui veulent entrer dans le combat, qui sont de partout. Là, pour l'instant, on n'est pas là pour la publicité de ces livres, mais il fallait juste dire que elle est écrivaine. Peut-être à la fin, elle nous dira là où on peut retrouver ces livres-là. Je vais revenir avec vous, Paulela. C'est toujours à partir du sud du Tchad que les rebelles de la Sénéca avaient marché, en tout cas sur la capitale centrafricaine, chassant François Bozizé en mars 2013. On a l'impression justement que, comme les deux pays sont tellement grands, je parle bien sûr de la République centrafricaine et sans oublier le Tchad, il y a justement des endroits très poreux où peuvent vivre les rebelles sans inquiétude. Parfait, on l'a dit tout à l'heure, c'est des frontières très poreuses. Et puis l'histoire nous rappelle à suffisance, à l'envi, les ingérences mutuelles, mais précisément, AAA faisait allusion au fait que ce soit réciproque, mais c'est davantage, l'histoire nous montre bien que c'est davantage de Tchad vers la Centrafrique qu'il y a souvent, et j'allais dire toujours eu, des ingérences, notamment sur le plan militaire. Et donc, effectivement, cette frontière est assez poreuse. Je ne me souviens plus de la distance de la frontière, mais le Tchad, c'est quand même 1,2 million de kilomètres carrés et la Centrafrique, c'est à peu près la moitié. Donc, c'est deux territoires qui sont au moins chacun une fois et demie le Cameroun. Donc, ce qui veut dire que, et c'est le Tchad notamment a une grande partie désertique, ce qui veut dire qu'effectivement, n'est pas évident de sécuriser cette distance de frontière-là, surtout quand on a deux pays, historiquement également, chacun pour sa part, même s'il y a des interférences souterraines, mais de façon officielle, chacun pour sa part, a souvent vécu des instabilités militaires, que ce soit le Tchad ou la Centrafrique. Et donc, fort de ce passé et même ce passif... On a l'impression justement que les deux pays ont un destin commun, hein. Toujours des coups d'État depuis les années 90. Voilà, mais un destin triste, un destin commun triste, mais avec toujours l'autre chose qui est commune à ces deux pays. Vous allez me dire, c'est peut-être vrai dans tous les pays d'Afrique francophone subsaharienne, mais précisément ces deux pays, l'ombre de la France n'est jamais, mais jamais, jamais loin. Quand vous prenez d'un côté l'arrivée au pouvoir de Hissène Habré, c'était en remplacement de Goukouni Ouédé, c'était avec l'action déterminée et affichée de Paris et des États-Unis. Quand vous regardez l'arrivée de Ange Félix Patassé du côté de la Centrafrique, c'était avec l'action
déterminée de Paris. Quand vous regardez l'arrivée de Bozizé et le départ de Bozizé, mais avant ça, Kolimba, Bokassa, David Dako, l'assassinat, il faut le dire, l'histoire ne le dit pas, parce que ceux qui ont écrit l'histoire n'ont pas intérêt à le dire, mais c'était bien un assassinat du premier président centrafricain, Barthélemy Boganda, qui, j'aime bien souvent le rappeler, à qui l'histoire ne rend pas toujours hommage comme il se doit, parce que c'était un panafricaniste de premier rang et qui justement dénonçait déjà en son temps les manœuvres basses de la France-Afrique. Qui était pour l'unité politique de cette région. Exactement. Et qui avait même d'ailleurs un projet dans ce sens. Donc, Barthélemy Boganda, qui a été assassiné donc, le premier président centrafricain. Et vous vous rendez compte que ces deux pays, comme vous l'avez si bien rappelé, ont des similitudes, mais assez tristes, assez macabres, dans le sens de l'insécurité militaire et notamment de l'influence maléfique de la France. Et donc, effectivement, les uns et les autres l'ont dit sur ce plateau, il est temps que les Africains, on ne le dira jamais assez. On ne fait pas que parler. En tout cas, nous, même si on ne faisait que parler, c'est déjà pouvoir C'est d'ailleurs le plus grand combat, il faut le préciser. On ne peut pas perdre de vue que, et Parfait Ndom l'a tellement bien rappelé, parce que il faut s'en souvenir. Quand le général de Gaulle, général de brigade, il faut quand même préciser, de Gaulle disait... Merci de le souligner. Oui, il faut quand même rappeler, c'est le plus bas niveau, encore que bon, ce n'est pas le sujet. Mais quand Parfait Ndom le dit, moi ça m'interpelle. Parce qu'en réalité, quand il disait, la France a perdu une bataille, mais pas la guerre, ça s'applique à ce qu'on voit tous les jours. Parce qu'en réalité, il serait dommage de se mettre dans une posture de satisfecit. Parce que, et c'est bien d'ailleurs, tout ce qui se passe, et croire que c'est bon, et qu'ils sont, voilà, qu'ils sont couchés. Oui. Mais en réalité, quand vous les chassez par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Parfois, souvent même par le plafond. Et en réalité, il faut être très vigilant. Et notre correspondante béninoise et l'écrivaine l'a dit également. Il faut être extrêmement vigilant. Moi, je vais pas être long, je vais terminer cette deuxième prise de parole en disant que tant que l'Afrique, tant que les Africains n'auront pas compris que leur combat doit être homogène et tourné vers le même ennemi, Steve, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dira, tout ce qu'on posera comme acte sera comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que, voyez-vous, on a le Mali avec sa population qui est déterminée à en découdre avec l'hégémonie impérialiste occidentale et notamment française. On a, et ça c'est une révolution, comme je le disais tantôt, par le bas. C'est le peuple qui impulse. Et dès qu'il y a des dirigeants qui commencent, comme Mbandao et son équipe, à afficher des velléités de soumission à la France, le peuple se lève encore. Rappelez-vous que c'est en 2020 que le peuple s'est levé et a décidé de mettre fin au pouvoir d'Ibeka. À la trahison d'Ibeka. Voilà, qu'ils estimaient, qu'ils présentaient tel un traître, et c'était à juste titre. Et là, on a une révolution par le bas, et il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a du côté de la Centrafrique, le président Archange Touadéra, qui mène sa révolution par le haut, et qui a décidé d'en découdre de façon affichée et volontariste avec l'hégémonie et l'ingérence de la France. Vous avez donc ces deux pays-là, qui sont le symbole, en fait, du cri de liberté et de la bataille pour la liberté de l'Afrique. Mais imaginez-vous que, et malheureusement, c'est un peu ce qui est en train de se profiler, que ces pays-là soient isolés dans leur bataille et que leurs voisins aient des intérêts contraires. Mais leur bataille et leur hargne à récupérer leur liberté sera mise à mal. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à la frontière tchadio-centrafricaine. On ne peut pas comprendre que, en première intention, la diplomatie d'un pays qui est tenu d'un certain mode opératoire, d'un certain recul avant de faire des affirmations, qu'il aille avec cette véhémence-là accuser le pays voisin sans même avoir fait une enquête préalable. C'est hâtif et ça montre bien une mainmise extérieure, notamment de la France. Donc, je termine en disant, et j'ai commencé par là,
soyons vigilants. Le combat du voisin en Afrique est le combat du voisin. Donc, le combat d'un pays à une frontière est le combat des autres pays à cette frontière. Tant que l'Afrique n'aura pas compris, et tant que les Africains n'auront pas compris que le combat de liberté africain est uniforme et doit être une mobilisation, doit correspondre à une mobilisation générale contre un ennemi commun, alors on ne sera pas sorti de l'auberge. Albert Anatola, ici, il est souvent dit sur le continent africain que lorsque la maison du voisin brûle, il faut aller éteindre, même avec l'eau sale. Qu'attendent justement les autres États africains pour entrer et surtout soutenir les pays qui veulent se libérer, puisque c'est la liberté de l'Afrique qui est en jeu? Mais tout à l'heure, j'ai convoqué certains éléments historiques. C'était à dessein pour comprendre qu'en fait, vous avez le pétrole, le gisement de pétrole au sud du Tchad. Les mêmes gisements, vous les avez à l'ouest de la Centrafrique. Vous avez les mêmes gisements d'uranium à l'ouest de la Centrafrique. Donc là, je voudrais axer mon argumentaire sur l'axe, sur le volet économique. Parce que tout ce désordre qui a été créé dans la même région depuis des années, c'est parce qu'il y a, du pétrole et des gisements d'uranium là-dedans. Oui. Et c'est Paris qui les exploite, ça il faut le dire. Parce qu'il y en a qui vont estimer que nous sommes complotistes, pourquoi tout le temps c'est Paris? Mais c'est Paris qui les exploite. Tout à l'heure, j'ai convoqué le nom d'une société française, Uramine, qui exploite l'uranium, justement, qui est les gisements d'uranium qui sont du côté de la Centrafrique. Et très loin, pas très loin de là, vous avez le Cameroun qui est à côté. Vous avez le Cameroun qui n'est pas très loin de là. Donc, ça veut dire que nous avons l'habitude de le dire ici, que le Cameroun a intérêt, nous les Camerounais avons justement intérêt à suivre ce qui se passe de ce côté-là de très 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 près. De trop près. Je vous ai dit également tantôt que je vous ai montré comment la DGC a planifié et organisé les coups d'État du côté de la Centrafrique. En 2013, je crois que Moïse arrive en 2013 avec la Séléka. En 2013. En 2013. Mais c'est une rébellion qui aurait pu être évitée si Idi Déby avait donné mon pas, mais pas lui a fait comprendre non et qu'il laisse tomber. Pourquoi? Parce que Bozizé, justement, était en train Non, Bozizé arrive en 2003. En 2003, voilà. Et il est débouté. Il est en 2003. En 2003, voilà. En 2003, Bozizé arrive en 2003. Mais Paris, donc, vous dites... Vous êtes fâché avec les dates aujourd'hui. Non, j'ai un problème. Vous savez, c'est normal, vous savez, il y a des jours comme ça. C'est un peu de passion. En 2003, Bozizé arrive, n'est-ce pas, suite à un coup d'État que la DGC organise, un coup d'État contre Patassé. Voilà. Maintenant, Patassé Bozizé arrive en 2003. Quand il arrive, il est dans les bonnes grâces, justement, de Paris. Mais sauf qu'il y a des enjeux pétroliers qui sont derrière. Parce qu'il commence à s'affranchir de la tutelle de Paris. Paris estime donc que, comme Bozizé a en train de lui faire le bébé dans le dos avec les Américains, eh bien, Roubelote, il fait un coup d'État. Il fait un coup d'État à Bozizé en passant par le Tchad, par Idriss Déby, il faut le préciser, qui saute pour ramener Djotodia, voilà. C'est ce qui se passe. Donc finalement, cette région, cette zone-là est devenue le terrain de jeu de Paris, de la DGC française. C'est important de le dire. Maintenant, ce qui est important à la fin, c'est justement l'attitude, parce qu'on ne peut pas compter sur la CEMAC. Ça, la plupart de ces coups d'État pouvaient... Mais finalement, à chaque fois qu'il y aura un problème sur le continent, ou alors dans la zone CEMAC, la CEMAC ne parlera pas. Elle sert finalement à quoi? Multiplier dans le nombre de coups d'État qu'il y a eu dans cette zone du côté de la Centrafrique. Qu'est-ce que la CEMAC a fait? Mais vous avez remarqué que ce soit la CEMAC triple A, oui. Steve, que ce soit la CEMAC, c'est peu pour répondre, que ce soit la CEMAC ou la CEDEAO, vous allez remarquer, regardez bien, chaque fois qu'il y a un conflit ou une situation alambiquée, ils attendent la réaction de Paris. Regardez bien, hein, et c'est après une réaction de Paris qu'ils vont s'aligner. Mais généralement, de façon autonome. Et en ce moment-là, où est passée l'Union africaine? Non. Pareil. Non, l'Union africaine, on y revient, on y arrive. Donc, au niveau de la CEMAC, on va poser la question, pourquoi est-ce que en Afrique, on dit lorsque la maison du voisin brûle, il faut l'éteindre. Nous avons intérêt. Dans le contexte actuel, où justement, Paris est en train de manœuvrer dans ses officines, comme disait tantôt Patient, donc qui est en train de manœuvrer pour justement maintenir le statu quo. Il faut donc, et j'ai l'habitude également de le dire, la lutte que nous menons, ce ne peut pas être le fait des dirigeants actuels. C'est faut le dire. Il y a une petite révolution qui est en train d'être faite du côté de la Centrafrique à travers Touadéra, mais les autres qui sont là, vous avez Sassou Nguesso qui est très francophile, très franchisé. Vous avez de l'autre côté
Mbiangema, qui n'a pas véritablement les moyens de sa politique. Vous avez le Cameroun, normalement, qui devrait prendre des initiatives. C'est pas tout à fait ça. Peut-être le Cameroun choisit peut-être une diplomatie j'allais dire, du silence ou alors de discrétion, j'en sais rien. Mais le Cameroun a intérêt, justement, à être très, très vigilant par rapport à ce qui se passe du côté entre le Tchad et la Centrafrique. Mais pas que. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il va donc justement activer les leviers, d'autres leviers, les leviers de la diplomatie, notamment au niveau du Cameroun, qui, depuis ces événements du dimanche dernier, a renforcé son dispositif au niveau de la frontière avec les deux pays. C'est il faut le dire. Donc, je crois donc que quand vous convoquez l'Union africaine, moi ça me fait rire, nous sommes tous d'accord qu'il faut dissoudre cette affaire-là. Je voulais quand même vous rappeler que vous avez l'ambassadeur de France en Éthiopie, c'était Rémi Maréchal, qui est très présent du coup de l'Union africaine, qui est même au fait de toutes les résolutions qui peuvent être prises, de toutes les causeries qui peuvent supposer être confidentielles de ce côté-là, qui tutoie le président de la Commission de l'Union africaine, qui tutoie le président. Mais vous voulez qu'il en sorte quoi? Lorsque vous avez des intrus, un locoderme qui siège pratiquement à l'Union africaine, alors que la réciprocité, ça n'existe pas du côté de l'Union européenne, qu'est-ce que vous attendez de ça? Il faut dire cette affaire-là, ça ne sert à rien. Donc, je pense que pour terminer, il va falloir, et je pense que la Centrafrique a eu la meilleure attitude, c'est-à-dire ne pas aller très vite en besoin, se rapprocher du Tchad pour que tout le monde voit clair, c'est-à-dire qu'il y ait une enquête conjointe entre les deux pays, peut-être sur la bannière encore de l'ONU. On parle d'une enquête conjointe, indépendante et surtout internationale. C'est ça qui fait bizarre quand même. Là, il faut les écarter. Il faut écarter l'ONU dans cette affaire-là. On parle d'une enquête internationale, c'est pas moi qui le dis. Il faut les écarter. C'est une affaire qui concerne... Mais ils disent quand même qu'il faut que cette enquête soit indépendante. Mais ça, c'est le Tchad. Et c'est le Tchad qui a suggéré ça. Non, j'ai dit que il faut les écarter, l'ONU et Conseil, il faut les écarter. C'est une affaire qui concerne deux États africains. Quand ça concerne les États européens, on ne voit pas la main de l'ONU, on ne voit pas la main d'un pays africain. Donc c'est une affaire qui concerne deux États frères, deux pays frères. Donc il faut écarter ces locodermes-là, parce qu'ils vont tout faire, n'est-ce pas, pour encore foutre le bordel. Donc il faut les écarter. Moi je pense qu'il faut que la diplomatie puisse prévaloir. Et j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas encore arrivés dans un contexte où il y a la dématérialisation ou démantèlement des frontières. Il faut le préciser. Donc, je pense que la Centrafrique, si ce sont les militaires centrafricains qui ont engagé cette opération militaire, auraient dû se limiter au niveau de la frontière et ne pas entrer à l'intérieur du territoire tchadien parce que ces militaires n'avaient pas le droit de poursuite. Il faut insister là-dessus. Merci Albert Anatola ici. Docteur Jean-Paul Bellet, comment comprendre justement aujourd'hui que les deux pays prennent l'initiative de mettre sur pied une enquête internationale conduite par les Nations Unies, peut-être même conduite également par les Occidentaux, quand on sait pertinemment le jeu trouble qu'ils ont sur le continent? Pour moi, c'est n'importe quoi, ça n'ira pas loin. Oui. Je vous le redis, hein. Parce que là, j'ai dit tempête dans un verre d'eau, je l'ai dit moi. Et moi, je ne vais pas changer là-dessus. Voilà. La France est en perte de vitesse et elle l'aura. C'est qu'elle mérite d'avoir le plus tôt possible. Oui. C'est ce qui va arriver. Ça, c'est inévitable. On peut s'agiter. C'est elle qui s'agite. Un poulet, on a coupé la tête, ça commence à s'agiter dans tous les sens. Ça, c'est pour reprendre 6 mots. Je vous rappelle quand même que le fusil, c'est le coq. Hein. La France, c'est le coq aussi. Mais on va couper la tête du coq. D'ailleurs, elle est déjà coupée. En tout cas, en Afrique. Voilà. Autre chose, il ne faut pas confondre ces MAC. Je sais qu'il y a des savants, docteurs savants ici qui vont me dire qu'ils ne confondent pas. Mais lorsque les autres ils entendent, attention, CEMAC et CEAC, c'est pas pareil. Parce que même la dame qui est en verse tout à l'heure, elle a parlé de la CEDEAO. L'équivalent en Afrique centrale de la CEDEAO, c'est la CEAC, qui effectivement, actuellement, a comme président temporaire là, Tshisekedi dit que Macron essaye d'amadouer et de mettre dans son sac. Et de manipuler. Voilà. Donc ça, c'est la CEAC. Quand on dit la CEMAC, son équivalent en Afrique de l'Ouest, c'est l'UEMOA. Et la CEMAC, en Afrique centrale, c'est essentiellement le Cameroun. Que ce soit dans la bataille sur le CFA ou autre, au niveau militaire. Je ne comprends pas. Attends, le Cameroun ne peut pas ignorer ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'on est obligé, quand vous êtes en guerre, c'est une situation de guerre, on te dit, tu es dans cette tranchée-là.
les prochains coups de canon qui vont venir, les obus qui vont tomber, même si ça tombe à proximité, même si ça tombe sur toi, tu ne bouges pas. Quelle que soit la façon dont ça arrive, même si le bruit est comme pas possible, tu ne bouges pas jusqu'à ce qu'on t'en donne l'ordre. Eh bien, quand ça arrive, tu ne bouges pas. La guerre, c'est un timing. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi on est obligé, parce que pour faire plaisir à certains, de s'exprimer. Non. L'essentiel, c'est qu'à la fin, la chose sera là. On l'aura faite. C'est tout. Personne ici n'est dans le sein des saints pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau diplomatique, militaire ou autre. Si le Cameroun se moquait de ce qui se passe en Centrafrique, il n'existerait plus. Il faut prendre l'inverse de ce que Croizat a dit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il faut absolument se protéger de l'ennemi et ne pas seulement laisser la place aux Russes, donc il faut une présence des pays de la sous-région. Voilà. Mais ils sont déjà là, le Cameroun est là. Sans le Cameroun, si la Centrafrique vivrait, est-ce qu'il aurait même eu le temps de faire appel aux Russes? Non. Il n'y a pas les forces armées camerounaises là-bas. Il n'y a pas l'armée camerounaise, non seulement en Centrafrique, mais à la frontière. Et si vraiment le Cameroun négligeait ce qui se passe en Centrafrique, vous ne croyez pas que la déstabilisation serait déjà venue par là-bas? Il n'y a pas un fonds de libération du Cameroun qui existe. En tout cas, qui a été annoncé. Oui. Voilà. Non. La parole doit être active. Si elle ne l'est pas, laissons agir ceux qui peuvent agir. De toute façon, ils le font. On a souvent dit que la diplomatie est silencieuse. De toute façon, ils le font. Ce qui doit arriver arrivera, n'est-ce pas? Donc, peu importe ce qu'on va dire ici, moi, je sais une chose, c'est qu'on a déjà gagné. Parce que le business plan, moi, je le vois, tel que je l'ai lu dès le départ, il fonctionne comme prévu. Malgré, on a quitté tuer Idriss Déby, malgré que, bon, il a... Attends, est-ce qu'on est si bête? Les Russes, déjà, ils sont pas bêtes. Attends, est-ce qu'on est bête pour aller là, leur donner un casus belli? Mais non. C'est eux qui essaient de profiter d'une situation qui ne sera même pas profitable pour eux. Je parle de eux, c'est le gouvernement français et ses alliés de l'OTAN, États-Unis, tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, en Syrie, il n'y a pas eu l'OTAN. En Syrie, il n'y a pas eu l'État islamique que les forces de l'OTAN appuyaient. Finalement, l'État islamique en est où? Et où est la situation de la Syrie? Bachar el-Assad est encore vivant, non? De toute façon, ils ont déjà perdu. Ce qu'ils ont perdu là-bas, ils le perdront également en Afrique centrale. Donc, ça ne changera pas ce qui doit arriver. C'est déjà engagé. Et ce n'est pas tout. Je vais chuter là-dessus. Qui peut prouver, en tout cas moi par rapport aux éléments que j'ai, que effectivement l'armée centrafricaine est accompagnée des instructeurs russes? Qui peut prouver qu'effectivement sont entrés en territoire tchadien? N'est-ce pas un no man's land? Parce que ça aussi, il faut... Et puis, moi je dis que déjà, de toute façon, c'est pas à nous de faire le boucan, d'agiter pour attirer les mouches, quoi. Hein? Cette chose doit paraître... S'il y a quelque chose... Ça n'a qu'à partir comme ça arrivé. Donc, s'agiter, donner la carotte à manger aux Français. Pourquoi? Nous, on n'est pas des vendus. En tout cas, moi, j'en suis pas un. On va pas leur donner à manger alors qu'ils ont faim. Ils sont en train de mourir. Donc, on va pas gonfler un truc, faire mousser ça pour que ça prenne une importance que ça ne mérite pas d'avoir. On est en guerre. Et dans la guerre, les gens, ils meurent. Et quand on meurt, on se relève pas. Alors, cette guerre, on doit la gagner. On est programmé pour la gagner. Bon, donc moi, je m'arrête là. Je ne dirai pas plus. Merci, Dr Jean-Paul Bellec. Pour terminer rapidement, patient Pafendome, où sont passés finalement les rebelles qui ont fui la République centrafricaine, qui ont été chassés d'ailleurs de la République centrafricaine? Où sont-ils aujourd'hui? C'est une très très bonne question. Où est le chef Bozizé aujourd'hui? C'est une très très bonne question. Tout à l'heure, pour essayer de nous ramener au niveau de la géographie, pour essayer de voir que la Centrafrique, c'est très grand aussi. C'est la superficie de la France plus la Belgique réunie. Il peut peut-être rester encore des kilomètres carrés. Oui. C'est énorme. La Russie, dans le deal qu'ils ont fait avec l'État centrafricain, on dit on va vous aider à recouvrir l'entièreté de votre autorité sur votre territoire. Il y a eu, dans un premier temps, avant qu'on accuse les soldats russes, oui, qu'on appelle les mercenaires, et je pense souvent même dans certains médias, les Camerounais reprennent le terme mercenaires russes. C'est-à-dire que quand Paris concorde quelque chose, on le reprend comme ça, sans le prêt à penser. C'est incroyable à mon petite distance. Donc ces soldats russes-là, l'attaque là, c'est quand la présence russe, hein. Bien sûr. C'est quand la présence russe que cette attaque là se produit. On veut justement accuser tout à l'heure la Russie. Anatole nous a fait un rappel historique. Comment la valse des présidents sous ordre de Paris, d'autres venaient installer en pyjama dans les avions pour prendre le pouvoir. Mais Anatole, à l'époque, il n'y avait pas encore la Russie dans le jeu.
Maintenant, il y a la Russie dans le jeu. Elle n'est pas là de manière diplomatique. Elle est là de manière militaire, présente. Et elle affirme, elle est dit au fort. Ce n'est pas dans les soupçons que peut-être est-ce que... Non, 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 non. Elle dit, il faut écouter l'interview de son excellence, M. Titorenko, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique. Il est clair. Il est totalement clair sur les questions. Quand vous parlez même des enjeux économiques, ce que le sous-sol de ces deux pays contient, d'accord, il y a le pétrole de bas, mais même un idiot, on ne peut pas penser qu'il y a du pétrole de bas et qu'il n'y a pas de pétrole par exemple accéléré. C'est la même nappe, non? Bon, passons. Mais le diamant centrafricain, depuis des décennies que Paris vole ce diamant centrafricain. Et la Centrafrique est dans la misère là. Je vous rappelle que le seul mec qui existe, que les gens mangent en Centrafrique, c'est le manioc sous forme de couscous, avec un peu de coque. Une misère indescriptible. Vous avez vu des enfants centrafricains manger les racines des arbres, dans la forêt, des feuilles, pour survivre. Alors qu'ils ne sont même pas 5 millions. Ils ne sont même pas 5 millions d'habitants. Un pays qui est plus grand que la France, qui est bourré de diamants, d'or, d'uranium, de pétrole, de tout ce que vous pouvez vous imaginer. La Russie a dit non, on va faire du gagnant-gagnant. Et vous savez que les Russes sont parmi les plus grands producteurs mondiaux de diamants. Seulement avec les diamants centrafricains, uniquement avec ce diamant-là, la misère est finie en Centrafrique. Les gens vont partir de Cameroun ou d'aller à Paris ou bien aux États-Unis, vont plutôt aller de côté à Centrafrique pour... Ça va être l'Eldorado. Vous comprenez? Donc les enjeux sont énormes. Il n'y a pas qu'à la France, c'est tout l'Occident. Est-ce que vous savez que les drones que la France utilise pour soi-disant attaquer les djihadistes au Sahel sont fabriqués par les Allemands? Donc faisons attention. Mais il y a mieux. Je pense que votre conscience, vous allez vérifier. Apparemment, en Centrafrique, depuis quelques jours, on a décidé que la langue nationale maintenant va être le sango et non le français. Où va la révolution? Où va les conséquences de la révolution? Donc, c'est très bien. On ne serait plus en train de chocobuter en français pour que... Non, 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 ça va être le sango. C'est quelque chose... Ce sont ces indices-là qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire quelque part. Donc, moi, je dis... contrairement à d'autres, qu'il ne faut pas prendre ce qui s'est passé là à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de très grave parce que, au lieu d'économiser nos forces, au lieu d'économiser notre jeunesse, mais prenez le cas du Tchad. L'armée tchadienne est divisée sur 3 fronts aujourd'hui. Sur le front nord, pour bloquer un peu les rebelles du FACT. Sur la zone ouest, où elle a été mobilisée, un au Mali, avec plus de 2000 hommes, un dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso, avec plus de 2000 hommes encore. Maintenant, il faut qu'on les cartèle encore en tirant une partie de son armée vers la frontière avec la République centrafricaine. Au fait, qu'est-ce qui est même en train de se passer au Tchad? On peut prêcher le faux pour découvrir le vrai. Hein? Même le gouvernement tchadien là, qui pense qu'ils sont bichonnés par Paris, il faut qu'il fasse attention. Hein? Ça peut être que Paris va actionner son plan B pour le Tchad. Hein? Et nous tous serons baba là, le jour venu. La spécificité de ces gens-là, qui savent que l'Afrique est leur avenir, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, ils ont écrit noir sur blanc. C'est que quand ça commence à clocher, ils ont déjà dans les tiroirs des plans B, des plans C, des plans D. Si le plan B n'a pas marché, ils le balayent rapidement et ils actionnent le plan B. C'est pour ça que je demande d'être vigilant. Ne prenons pas ce qui se passe à la frontière Tchado-Centrafrique comme des amusements. Attention! Je ne dis pas que le Cameroun n'est pas vigilant. Le Cameroun lui-même, il est confronté à plusieurs enjeux sécuritaires qui font quand même que le Cameroun, il est sous pression. Il est sérieusement sous pression. J'en suis conscient. Mais au même moment, notre voix ne doit pas être de dire il n'y a rien. Non. Il faut dire on t'a vu venir. Te voilà qui veut sortir du trou. On te voit. Vous savez, même l'histoire des fantômes là. Allons dans nos villages. Quand il n'y a pas d'électricité, tout le monde voit les fantômes. Mais depuis que l'électricité est venue, il y a de moins en moins de fantômes dans nos villages. Vous êtes témoins, hein? Moi je ne raconte pas des histoires. Vous savez très bien ce que je dis. La lumière fait reculer les ténèbres. Donc si ces gens-là sont dans un complot il faut le dénoncer tout de suite. Quand on te voit, on comprend ce que tu veux faire. Et sache que nous serons vigilants, nous n'allons jamais accepter. Nous disons à la jeunesse tchadienne, n'acceptez plus de vous faire embarquer dans des opérations pour le compte de Paris, dont les résultats seront contre
votre peuple à venir. Nous disons à la jeunesse centrafricaine, soutenez le président Touadéra. Ne lâchez pas. Pour la première fois dans le précaré français, entre guillemets, on a un chef d'État qui met les pieds dans le plat et il dit j'en ai marre de cette France-Afrique. Absolument. Si vous voulez en finir avec le franc CFA, ça va être comment? Avec des gouvernements qui dandinent, qui hésitent, qui sont incapables de trancher dans le vif? Non. Il faut soutenir des gouvernements qui tranchent dans le vif. C'est pour ça que je dis cet arc-là, l'arc-là qui est en train de se dessiner là, Bamako, Bangui, c'est vous qui êtes des chrétiens. On disait que c'est à Bethléem que personne n'imaginait que quelque chose de bon devait sortir. C'est de là-bas que la vraie chose est sortie, le sauveur. Donc là où il pensait, il disait, quand il avait la Centrafrique, disons, il n'y a rien là-bas. Au Mali, d'abord, le récent chef d'État, il a fait campagne dans le char pour être élu. C'était le cas de Ibeka. Oui. Vous voyez, maintenant, il se rend compte que les gens officiels là qui ont regardé ça, maintenant, vous savez, la nouvelle propagande, c'est que ce sont des russophones. Oui, Assimi Goïta, en fait, ce sont les russophones. C'est pour cela que, bon, ils ont regardé, ils ont dit que, mais, on a notre or. Je vous prends le cas de Mali. Vous êtes toujours, merci Anatole, les enjeux. L'or. Il y a une compagnie sud-africaine qui a débarqué un jour à Bamako. Ils ont dit, mais votre pays là, il est même comment? Vous produisez seulement 20 tonnes d'or. Et il y a tant de misère comme ça. Nous, on peut vous aider à monter rapidement à 200 tonnes d'or, au lieu de 20 tonnes d'or. La première année, les gars sont montés, ils étaient à 70, après ils étaient à 120. Bam! On a déclenché un truc pour les chasser. La France a rapidement déclenché une affaire pour les chasser. Vous imaginez, avec le prix de l'once d'or aujourd'hui sur le marché mondial, si le Mali peut pousser sa production, arriver à 200-300 tonnes d'or, vous savez le problème que le Mali peut résoudre? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, il y a plus grave dans cette affaire-là. Dans cet enjeu-là, je sors par là. C'est l'affaire de France CFA. Je veux dire que l'instrument de chantage pour tous nos États-là, c'est de dire aux gens, votre trésorerie, vraiment, on voit comment elle bégaye. Hein? Nous, on peut déclencher les mouvements pour que certains guichets internationaux soient ouverts pour vous et on renfloue vos caisses. Avec quoi? Avec le franc CFA. Ce qui se passe à la frontière tchadienne aura beaucoup d'implications. Ne prenons pas ça à la légère et disons à la France, on t'a vu venir, on ne te lâche, on va te marquer à la culotte jusqu'à ce que tu dégages complètement de notre espace. Vous savez, nos parents qui ont lutté, ils avaient l'habitude de dire, quand on nous a donné cette indépendance factice, je le dis, ambassade, Mbelek va traduire, ils disaient Koundé. Ils n'ont jamais accepté que nous étions indépendants. Ils ont dit cette indépendance factice, ils disaient Koundé Segui, c'est-à-dire que notre indépendance, elle est encore accrochée à quelques branches au-delà. Elle n'est pas encore vraiment totalement. Elle n'est pas encore atterrie, premièrement. Deuxièmement, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Dans cette affaire-là de Koundé Segui, il faut dire que cette fois-ci-là, nous allons marquer la France à la culotte jusqu'à qu'elle la chasser chez eux. Et nos parents disaient encore, c'est par là que vous voulez sortir. Un certain Roland Pré est venu au Cameroun. Et c'est lui qui a déclenché les événements de mai 57. Et nos parents, quand ils manifestaient, disaient Roland Pré, go home. Donc nous, on dit à la France aujourd'hui, Macron et la France, go home, rentrez chez vous. Laissez les Africains tranquilles. Laissez les djihadistes nous égorger. Laissez-nous avec nos problèmes. On verra comment on va pas s'en sortir. Vous n'êtes pas le seul partenaire sur le plan mondial. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont identités, qui sont prêts à venir en aide à l'Afrique, mais avec d'autres types de rapports. Avec ce type de rapport qui est ancré dans votre ADN, qui voudrait que chaque fois que vous êtes face à un noir, c'est le rapport du maître et de l'esclave que vous voulez appliquer. Et je vous dis, cette fois-ci, c'est terminé. Merci, Patient Parfum d'Homme, pour cet éclairage. On va rentrer du côté d'Anvers pour voir Bénédicte Moussa Yorou. Bénédicte Moussa, vous qui êtes du côté d'Anvers, apparemment aujourd'hui, la Russie est devenue la persona non grata, le pays qui est détesté par tout l'Occident. Est-ce que vous qui êtes du côté de la Belgique, vous voyez ça également comme ça, ou bien les Belges également voient ça comme ça, que la Russie est devenue le pays que tout le monde déteste, enfin que l'Occident déteste? Écoutez, moi je pense que l'Occident peut détester la Russie avec ses raisons, mais ce que nous pouvons dire en Afrique, c'est que la Russie respecte l'Afrique. Elle vient au secours à l'Afrique parce qu'elle reconnaît que les Africains aussi sont des êtres humains. Et l'Occident, comment l'Occident considère l'Afrique? Malgré tout, sans l'Afrique, est-ce que l'Occident peut dire qu'elle respire?
Alors bon, ils peuvent donner tous les mots qu'ils veulent à la Russie, mais ce que nous savons, c'est que la Russie est en train de libérer la Centrafrique. La Russie est sollicitée au Mali et nous ne pouvons que lui souhaiter la bienvenue en Afrique. L'Occident, si l'Occident veut vraiment que l'Afrique aussi le respecte, il faut que d'abord l'Occident respecte l'Afrique. Il faut qu'on reparte sur vraiment les rapports humains, parce que là, ce n'est pas le cas. Bénédicte B. Moussa, et vous restez et demeurez avec nous. Finalement, parce que Paulela demandait tout à l'heure vos livres pour enfants, les contes que vous écrivez, les contes africains, il faut le dire comme ça, des types d'ouvrages, il y a des livres pour enfants, des récits socioculturels et des contes africains. Est-ce qu'on peut les trouver également sur le continent? On a vu d'ailleurs avec la réalisation, avec la complicité de la réalisation, on a vu défiler, il faut le dire comme ça, certains de vos livres. Ben, écoutez, c'est notre ambition de vraiment faire le pont entre le continent et l'Europe, parce que pour nous, la diversité, c'est une richesse, d'où nous ne pouvons pas fermer la porte à qui que ce soit. Donc, dans l'avenir, nous voulons vraiment faire ce pont d'amitié entre l'Afrique et l'Europe, et c'est ça notre objectif, d'aller dans les écoles avec les enfants, et on sent l'engouement de cette amitié-là. Et mon ambition, c'est de venir dans les pays africains, désormais avec mes ouvrages. Et c'est pour bientôt, grâce à vous. Merci à vous, Bénédicte B. Moussa, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à votre famille. On va vous souhaiter de passer une bonne journée. Merci d'avoir participé à cette édition de DBS Matin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée et longue vie à DBS. Merci à vous également. Albert Anatola, ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Non, ils ont l'habitude de dire que les peuples n'ont pas de mémoire historique. Et je pense que nous avons l'occasion de ne pas répéter les mêmes erreurs, notamment du côté de ce qui se passe du côté de la frontière tchado-centrafricaine. Ça, c'est très important. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. J'espère que les autorités tchadiennes et centrafricaines nous suivent d'ailleurs ce matin. Ne répétez pas les mêmes erreurs du passé. Docteur Jean-Paul Melek, merci d'avoir été là ce matin. Merci de l'invitation. Très heureux de vous avoir, toujours sur le plateau. Patient Parfeno, merci à vous d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Paulela, merci d'avoir été là vous également. One love, one peace, one goal. C'est ce dont on a besoin pour l'Afrique. Regardons dans la même direction et ayons les mêmes motivations. Merci messieurs d'avoir été là. Merci à madame Bénédicte B. Moussa. 3 ministres centrafricains de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères ont été dépêchés à N'Djamena. Les ressortissants du Tchad et de la Centrafrique appellent à la prudence et à la retenue. Sur les réseaux sociaux, certains internautes interpellent les autorités de ces deux pays à ne pas tomber dans la manipulation. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.